Bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi, c'est Dave Tom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et la maison Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France qui est située à Bordeaux. Et c'est aussi aujourd'hui un site internet, une boutique en ligne sur panajou.fr où vous pouvez acheter votre matériel photo et vidéo, bien sûr. Pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir le photographe Nicolas Soro. Bonjour Nicolas. Bonjour Tom. Ça me fait plaisir de te recevoir. Comme je te l'ai dit hors antenne, j'aime beaucoup ton travail, donc ça me fait plaisir de discuter de ton travail avec toi dans cet épisode. Alors Nicolas, justement, au lieu que je te présente moi, comment tu te présentes à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? C'est toujours un peu difficile de se présenter comme ça. Comment je pourrais me présenter ? Je pourrais me présenter, alors, photographe. Oui. Mais avant tout créatif, parce que j'étais créatif dans ma vie. Voilà, j'ai passé 20 ans directeur artistique dans la publicité. Donc plutôt créatif et photographe parce que c'est un médium que j'utilise en tout cas pour faire mes œuvres artistiques. Voilà. D'accord. Justement, j'avais noté ça, que tu as fait un passage dans la direction artistique et dans la publicité. Ouais. C'est tes études, c'était ça, c'était la Exactement. publicité. J'ai fait une école d'art, le CV, la première promotion de Bordeaux. Et quand j'ai fini cette école, je suis sorti. En fait, j'étais rentré en voulant faire du design industriel. Et j'en suis ressorti directeur artistique. Donc voilà, je suis parti à Paris. Je suis parti en agence à Paris. J'ai passé pas mal de temps dans les grosses agences à Paris. Et puis, le mal du pays. Donc, je suis rentré chez Aurora SCG à Bordeaux, Ok. où j'ai passé quelques années jusqu'à ce que je parte pour monter ma propre agence qui s'appelle toujours Parker & Parker, qui continue de fonctionner, que j'avais revendu. Et voilà, et à la suite de ça, je me suis mis directeur artistique freelance. D'accord. Et en fait, voilà, j'avais un peu fait le tour de ce métier. Le métier avait déjà énormément changé. Donc, je m'épanouissais plus du tout en tout cas dans la création publicitaire. En plus, j'avais connu, quand j'ai commencé quand même la fin des grandes heures de la publicité et de la création, ce qu'on appelait la création publicitaire, où vraiment on s'éclatait là-dessus. Donc, métier changé, je me suis dit, il faut que je change d'activité, en tout cas, avant de sombrer. Et voilà, je faisais tout. Ça faisait longtemps que je faisais de la photo. J'avais travaillé avec beaucoup de photographes dans la publicité et voilà, et des talents, des grands photographes, de tout. Et je me suis dit, et c'est vrai que sur autant pendant les productions de films ou dans les productions photos, moi j'étais là pour voilà, en direction artistique, mais j'avais toujours eu cette envie d'être derrière l'objectif. Et donc je me suis dit, pourquoi pas moi. Oui. Donc je me suis mis à la photo. Et au début, c'est vrai que le plus compliqué, c'était vraiment de trouver justement, parce que j'étais dans un état un peu schizophrénique au niveau de la photo. Enfin, quand je dis ça, c'est que j'avais travaillé avec tellement de photographes différents et pour des campagnes. Moi, à l'époque, je faisais des campagnes aussi bien pour de la bagnole que pour du fromage, que pour des frites. Enfin, Justement, je voulais te demander quel type de campagne tu avais fait. j'ai fait beaucoup de choses pour des grandes marques et aussi bien pour des consoles de jeux. Enfin voilà, donc j'avais travaillé avec un panel tellement grand en fait d'activités, de secteurs d'activité, qu'il fallait moi en photo que je trouve ma voie. Et ça a été le plus compliqué. C'était le plus long ? Oui, parce que je partais dans tous les sens. Ouais. Je partais dans tous les sens. Je faisais du paysage, de la bagnole, des machins, enfin plein de choses, mais qui au final n'étaient pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Voilà. Justement, dans tout ce parcours de publicitaire, parce que là on parle des années où tu étais dans la publicité, c'était fin 90, début 2000, c'est ça ? Exactement. Ouais. Comment est apparue la photo dans ce chemin ? Tu faisais déjà de la photo très tôt ou c'est arrivé petit à petit ? Comme tous les photographes, j'ai commencé à faire de la photo gamin.
avec l'appareil de mon père. Ouais. Voilà. Et donc voilà, c'était quelque chose. Moi, je suis un amoureux de l'image. Voilà. C'est avant tout ce qui m'a amené à ça, c'est que depuis gamin, je suis amoureux de l'image, qu'elle soit film, photo. Et c'est ce qui m'a amené dans la publicité parce que je me suis rendu compte pendant mes études d'art, c'est que le design industriel, ça m'amusait parce que c'était aussi la grande époque de Stark, tout ça, voilà. Donc des designers qui avaient un peu, dont entendait parler souvent, et ça m'amusait de faire la chose, mais ce que j'aimais avant tout, c'était l'image. Et c'est pour ça que maintenant, je me considère plus comme un créateur d'images plutôt qu'un photographe. Voilà. Ah d'accord, tu fais le distinguo par rapport à Ouais, je fais le distinguo parce qu'en fait, la photo, pourquoi je suis arrivé, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pourquoi je suis arrivé sur cette technique qui m'est propre, c'est que j'avais un problème de médium par rapport à la photo. D'accord. C'est vrai que j'ai fait une école d'art, je suis un amoureux de l'image, et donc où je partais sur des images, moi je suis un dingue d'Eggleston, je suis un dingue de Shore, enfin voilà, toute cette génération-là. Et donc, où je faisais des choses comme ça, mais l'idée, c'est pas de refaire les mêmes choses que font les autres. Et il y en a qui le font, Arnaud Montagard ou je sais pas quoi, qui est un gars qui est sur Instagram et qui fait du Eggleston, mais D'accord. quoi. Et l'idée, voilà, moi, c'était ce genre de photos très graphiques. Mais bon, ça a été fait, je vois pas du tout ce que je pouvais en faire d'autre. Et puis, il y avait un problème aussi, c'est que il me manquait dans ce médium quelque chose en plus, quelque chose fait avec les mains, voilà. Donc voilà, je suis arrivé à ce que je fais à l'heure actuelle. Ton propre style, d'accord. Donc c'est, si je comprends bien, pour revenir une dernière fois sur la publicité, c'est aussi parce que le métier t'a fatigué, Ah, complètement, ouais. mais pour ce que ça représente ou parce qu'il y a eu une évolution pendant ces années Non, parce qu'il y a une évolution. Non, la publicité, pour moi, la publicité n'existe plus. Avant, on se battait dans les agences, dans les services création, on se battait pour partir à Cannes, pour faire des lions, pour faire de la création, pour faire marrer les gens, pour faire réfléchir les gens. Enfin, voilà. Et il y avait les budgets et la volonté des annonceurs de faire ça. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un intérêt, en tout cas, à pouvoir communiquer. Et, il y avait même des annonceurs qui allouaient des budgets aux agences uniquement pour produire des films, des campagnes, c'était les campagnes à prix. C'est-à-dire c'était juste pour faire du buzz sur l'annonceur ou sur l'agence. Et c'est-à-dire que les agences avaient des budgets pour faire un film qui était juste présenté à Cannes et qui allait choper un lion d'or, mais qui ne passait pas, enfin qui allait passer parce qu'il y avait un minimum de passages à faire, mais il faisait les minimums de passages dans les médias et basta. Mais c'était fallait faire de la création. Voilà. Et on n'a qu'à voir, hein, de toute façon, avec le revival 80, 90, voilà. Effectivement. Quand on tombe un peu sur YouTube et qu'on commence à taper, enfin moi j'ai grandi, enfin ma génération, j'ai grandi avec ce qu'on appelait la fin de la réclame et de la pub. C'était des messages publicitaires qui étaient extraordinaires et qu'on n'a plus maintenant. Les budgets ont diminué, les budgets alloués à la création. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour un annonceur, vraiment, un budget de communication, c'est une ligne comptable. Rien d'autre. Ouais. Et que, enfin maintenant. Hein. Dit comme ça, c'est pas sexy. Ouais. Donc, mais non, mais c'est vraiment ça, c'est une dépense en fait. Et puis le problème avec le numérique, c'est que tous les annonceurs sont devenus, enfin les personnes qui travaillent dans les services com des annonceurs sont devenus des directeurs artistiques en puissance. Donc il n'y a plus de liberté en fait. Les agents deviennent à part, enfin, pas toutes, hein. Il reste encore à Paris 2-3 agences qui arrivent à faire ce qu'on faisait avant. Les irréductibles. Mais voilà. Mais oui, parce que et puis c'est leur positionnement, quoi. C'est-à-dire que l'annonceur, si tu veux pas ça, mais on bosse pas ensemble. Et c'est quand même très curieux de t'entendre parler de tout ça par rapport à la publicité, alors que, ironiquement, à moins que je me trompe, il n'y a jamais eu autant de publicité, ou en tout cas le modèle économique de la publicité aujourd'hui, notamment pour Internet, est plus présente que... Je ne parle pas en quantité de médias, je parle vraiment en création pure, en qualité de création. Oui, j'ai bien compris. Maintenant, il y a... Et tu as dit tout à l'heure une phrase choc, la publicité n'existe plus, est morte. Enfin, tu l'as dit comme ça. J'aurais dû dire la création publicitaire est morte.
Mais j'ai bien compris. Et du coup, ça faisait un contraste avec aujourd'hui qui est étonnant. Ouais. Mais j'ai compris. Ouais. Donc voilà. Avec tout ça, moi, ce métier, bah voilà, quand on a une boîte et que le matin, on arrive avec la boule au ventre dans sa propre boîte, parce qu'on sait qu'on va avoir des réunions compliquées sur des budgets, moi, qu'on me dise que quand je présente une stratégie de campagne, une stratégie de communication et de création, et que le seul retour que j'ai en face, c'est de me dire, oui, mais j'aime pas la chaise bleue. Mais voilà, on s'en fout de la chaise bleue, en fait. Derrière la chaise bleue, il y a une campagne. Ah oui, mais j'aime pas la tasse verte. Voilà. Et que malheureusement, les services com maintenant chez les annonceurs, c'est souvent réduit à ça. Voilà. D'accord. Il n'y a pas d'attaque personnelle, hein, mais j'entends bien. D'accord, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue, parce que quand même, avec une carrière comme ça, on se demande pourquoi tu as arrêté la publicité. Non, parce que écoute, tu as très bien répondu. Tu commences à avoir de l'eczéma partout. Oui, c'est sûr. Il y a un moment où il faut... parce que tu viens d'ici, tu viens de Bordeaux. Je suis pas né à Bordeaux, je suis né en Aveyron. Mais mes parents ont migré à Bordeaux quand j'avais 3 ans et j'ai grandi à Bordeaux. Voilà, j'ai fait mes études, je suis parti à Paris et je suis revenu après m'installer à Bordeaux. Et tu l'as dit tout à l'heure, le mal du pays. Et voilà, le mal des pays. Je me suis jamais fait à Paris. C'est une ville que j'aime pas du tout. Alors, on ne parle pas de la beauté de la ville qui est juste extraordinaire, mais c'est une ville que j'ai pas du tout aimé vivre là-bas. Et puis j'avais d'autres projets. J'ai rencontré ma femme alors à Bordeaux, mais elle vivait à Paris. Et voilà. Et puis, on avait envie d'une autre vie, d'une autre vie. Moi, j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie j'avais dans l'idée de monter cette boîte. Et puis, j'avais envie d'avoir des filles qui grandissent autre part qu'à Paris. Enfin, des enfants, que j'ai des jumelles. Voilà. D'accord. Et ça se respecte. Écoute, on va parler un petit peu de ton travail. J'ai pu découvrir sur ton site internet plusieurs séries photographiques. Parmi lesquels je pourrais citer Ghost Riders on the Sky. Je la cite en première parce que c'est vraiment la série où j'ai eu un vrai coup de cœur. Mare Nostrum, Les Bains, et cette série qui englobe plusieurs séries, Les Visions Passéistes. Voilà, exactement. Alors écoute, je trouve tes séries vraiment remarquables par la sensibilité que tu apportes, cette nostalgie aussi qu'on ressent dans tes photos. Et on va y revenir sur ce sujet, peut-être que tu auras quelque chose à dire là-dessus, justement, ça m'intéresse. Et ce côté pictural aussi, je pense que ça fait partie de ton procédé de prise de vue et de traitement, sûrement aussi. Les sujets me touchent aussi, je suis du coin, donc forcément de voir des photos sur le bassin me touche. Et aussi, pas que par rapport à chez moi, mais j'ai un grand affect pour les États-Unis, pas pour tout, mais en tout cas pour les grands espaces. Et quand j'ai vu ta série Ghost Riders on the Sky, forcément, ça m'a vraiment beaucoup touché. Qu'est-ce qui t'a motivé dans l'élaboration dans ces séries et plus généralement, quelle est ta démarche ? Alors ma démarche, comme je disais tout à l'heure, en fait moi j'avais un problème de médium avec la photo. Juste le fait de faire une photo, de la tirer, voilà, c'est très bien, ça peut faire de très belles images, mais il me fallait, voilà, moi j'ai fait une école d'art, j'ai mis un peu la main dans plein de médiums différents et j'avais envie et puis peut-être de revenir un peu, c'est ma démarche globale, même au niveau esthétique, c'était de revenir à des choses qu'on faisait à la main. Oui, voilà. D'accord. Donc l'idée pour moi, c'était j'ai un amour, un amour passionnel pour la peinture classique. Voilà, tout est parti en fait quand je me cherchais un peu dans la photo. Je suis allé comme plein d'autres fois au Louvre et moi ça me fait, il y a des toiles qui me font chialer quoi. Donc et puis je me suis dit mais mince, voilà, est-ce que c'est pas ça justement ton amour pour ces choses que tu devrais faire et essayer de rapprocher, alors un peu à la manière, il y a eu en 1900 il y a eu un mouvement qui était le Pictonary, je vais pas y arriver, non, j'y arriverai pas, mais enfin un mouvement
qui étaient en fait c'était des photographes et qui s'inspiraient des peintures et qui avaient trouvé dans certains médiums. Les pictorialistes. Voilà, merci. Ouais. Je l'ai pas dit, mais il trichait à dire, c'est bon. Pictorialiste. Voilà, parfait. Et donc, voilà, c'était un peu à cette manière-là. Mais alors, c'est marrant parce que les peintres, à l'époque, voulaient faire de la photo, qui n'existait pas. Mais en tout cas, ils voulaient se rapprocher à fond avec un côté onirique, mais de ce qu'ils voyaient du réalisme. C'est que finalement, voilà, moi, c'est vraiment l'inverse. Et c'est vraiment rendre hommage un petit peu à ces peintres et de donner un sentiment de peinture à mes photos. Voilà. Donc ça passe par plein d'autres choses. On en parlera peut-être. Ah, mais on peut en parler maintenant, c'est le sujet justement. En fait, ça passe par des traitements, alors vraiment des lumières, des compositions vraiment issues de la peinture au moment du shooting. Hein. Après, par de la post-prod et au final par un système d'impression et derrière un traitement justement de cette impression. Voilà. D'accord. Donc c'est toute une espèce de recette de mayonnaise que j'ai mis au point et qui m'est propre et voilà et qui en tout cas où je suis content. C'est exactement ce que je cherchais. Alors je m'arrête pas juste à ça. Tous les jours dans mon atelier, dans mon studio, je cherche de nouvelles méthodes pour faire progresser cette base. Mais voilà. D'accord. Mais la question après, mais tu y as répondu déjà. Qu'est-ce que sont tes inspirations notables? Donc la peinture. Ouais, pardon, la peinture. Ça se ressent dans la lumière, hein, justement. Alors, peinture, on va dire depuis le 17e. Hein. Alors, après, il y a des choses aussi. J'adore la peinture du 13e. Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'émeut, en tout cas dans ces peintures. Mais ma principale quand même inspiration, c'est tout le mouvement romantique. Voilà. D'accord. Donc, oui, je vois. Voilà. Mais ça marche. Mais c'est étonnant parce que, enfin, c'est pas vraiment le mot. Comment dire. Beaucoup de photographes disent s'inspirer de la peinture, à raison, puisque ce sont les premiers artistes qui ont cherché à reproduire la réalité et la lumière, surtout ça. Et nous, on travaille avec la lumière, donc forcément, il y a un lien évident. Beaucoup le disent, mais se rapprochent pas forcément d'un résultat qui fasse peinture. Toi, justement, tu y arrives. Donc, oui. T'as bien réfléchi la chose, en tout cas, t'as bien travaillé la question. Non, c'est pas. Alors là, pour le coup, je l'ai pas travaillé du tout parce que c'est pour ça, en fait, que j'ai appelé ça les visions passéistes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ma façon de regarder les choses. Mais 10 fois par jour, je regarde des choses et je les vois en peinture. Voilà, dans mon quotidien. Et c'est pour ça que j'ai toujours un regret, en tout cas, c'est que l'homme n'est pas un appareil photo dans l'œil. Oui. Mais ou de ne pas avoir toujours du matos avec soi. Mais c'est vraiment, c'est plutôt ma façon de regarder, avec ma culture, on s'inspire toujours, ce que je dis toujours, hein, c'est que l'art, en tout cas, mais vraiment l'art global, hein, je ne parle pas que de la photo, mais tout art, c'est vraiment une retranscription en fait de sa culture à travers sa sensibilité. Donc voilà, donc quand je dis ça, c'est vraiment c'est le regard porté tous les jours sur les choses. Voilà. Oui, tout à fait. Mais tu l'as quand même travaillé. Après, je l'ai travaillé en technique. Parce que... Mais la base... oui, c'est ta sensibilité. Montrer des clichés de base, c'est vraiment... déjà, tu as un vrai sentiment... après, la texture du papier, tout ça vient agrémenter et vient accentuer en fait ce procédé. Ouais. Mais la photo en elle-même, déjà, je sais qu'il y a des photographes qui retravaillent énormément en Lightroom leur lumière, en paysage, hein, je parle. Oui. Moi, je n'utilise même pas Lightroom. Donc voilà, j'éclaircis pas des zones, je remets pas de lumière dans des endroits, du paysage, tout ça. Non, c'est vraiment... Tu travailles ta prise de vue avec les conditions de lumière.
Quand tu fais d'ailleurs généralement, tu te promènes et Complètement. au gré d'un hasard, tu vas tomber sur quelque chose qui t'inspire. C'est exactement ça. J'ai pas de. C'est vraiment, moi, je suis un contemplatif, donc je me promène, je me balade. Ce qui rend hystérique ma femme et mes filles, même quand on est en randonnée, voilà, parce que je m'arrête toutes les 2 minutes. Mais souvent, quand on part, je suis en voiture, d'un coup, je mets un coup de frein, je me gare parce que j'ai vu quelque chose. Voilà, donc c'est toujours porter un regard sur tout, être très curieux de ce qu'on regarde, et puis voilà, voilà, c'est ce regard un peu mélancolique que je porte sur le monde, qui fait que j'arrive à capter ces scènes. Très bien. On va arriver sur la série, on va parler un petit peu de la série Ghost Riders on the Sky, parce que vraiment, Je sens qu'elle te plaît. oui, elle me plaît beaucoup, beaucoup. Euh, Elle plaît énormément. Mais oui, t'en as fait un livre d'ailleurs, ou c'était Non, pas non. tout à fait pareil, c'était ton voyage aux États-Unis, alors, voilà. parce que je l'ai pas vu le livre, malheureusement. En fait, non, alors dans Westland, en fait, le livre Westland, Voilà, c'est ça. c'était mon premier livre. En fait, ça n'a rien à voir avec Ghost Rider. C'était vraiment un bouquin. C'était mon hommage, quand je disais tout à l'heure Eggleston. C'était mon hommage à Eggleston. Voilà, c'est que j'étais nourri à ça, mais c'était Quand je dis que j'étais nourri à ça, c'est la publicité qui m'a fait connaître Eggleston, parce que c'était des photos très publicitaires. Et, euh, euh, et donc, j'ai un amour profond vraiment pour sa photographie. Et donc, quand on est bercé là-dedans, on a envie, en tant que créatif, on a aussi envie comme on va dire, comme un maître et son élève. Alors, il ne me connaît pas, mais quelque part, comme je connais son œuvre, tout ça, enfin voilà, Un on peut maître se considérer philosophique. comme, voilà, Ouais. comme un élève. Et j'avais envie, moi, d'avoir ma vision, voilà, de me dire, si j'avais été son stagiaire, et que je m'étais baladé avec lui aux États-Unis, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc voilà, ce travail Westland, c'est c'est ce travail-là sur l'ouest des États-Unis, D'accord. et qui est ma touche, c'est en toute humilité. Vraiment, ce bouquin, il est fait en toute humilité. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, je l'ai fait, mais qui a rien à voir en termes de traitement avec mon travail actuel. Très différent, Vraiment, effectivement, ouais. très différent. Et justement, Ghost Riders on the Sky, là, Et Ghost Rider, avec ça, un traitement plus c'est stylisé. venu en fait. Alors pareil, ça c'est un coup de bol. Ah oui. En fait, il y a une vraie histoire autour de Ghost Rider. Ça m'intéresse parce que j'allais te poser la question de cette histoire. Il y a une vraie histoire, en fait, c'est que je suis un garçon, j'ai été élevé avec des westerns, donc moi, les cow-boys et les indiens, Ça te parle. ça me parle. Ça m'a fait rêver, on a joué à ça, tu as dû jouer à ça aussi. oui. Et j'ai une fascination pour les Amérindiens. J'ai une fascination pour cette époque, pour les colons, pour les cow-boys. Voilà. Le Grand Ouest. Comment? Le Grand Ouest aussi. Exactement, et les paysages, enfin Ouais. voilà. Et donc, je m'étais dit, toujours à la recherche de nouvelles idées, je vais faire un livre, enfin en tout cas une série, mais dans le projet c'était vraiment un livre sur les cow-boys. Parce qu'il n'existe rien sur les cow-boys. Il y a 2-3 photographes, D'accord. mais vraiment, il y a du très technique, voilà, des grands photographes américains qui shootent du rodéo, mais d'une façon très technique. Euh, j'ai, dans mes recherches, j'ai trouvé une photographe qui vit dans le Montana et qui Oui, je voit le propriétaire d'un grand ranch. Ouais. Tu sens que voilà, elle est très bien là-bas, et sa passion, et elle le fait très bien. C'est un livre que j'ai trouvé voilà. non, à l'Ascenseur Végétal. Ah oui, oui. Excellent ce magasin. Enfin, il connaît mes goûts. Il m'a dit, tiens, j'ai trouvé ça, si ça peut t'intéresser, voilà. Et elle fait ça très bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Je me dis, tiens, je vais aller faire un truc sur les cow-boys, mais je voulais faire un truc sur les cow-boys, mais vraiment global. C'est-à-dire que j'allais même faire les mecs qui sont au fin fond de l'Auvergne, il y a des ranchs qui existent. Les mecs, ils ont une vie, ils vivent à la façon américaine, avec D'accord. les pick-up, ils élèvent des bisons.
Ah non, mais... Je savais pas. Ah ouais, Ah ouais, ok. toute la journée en Stetson, mais vraiment, c'est assez marrant. Pareil, tous les clubs de country, tout ça. Et mon idée, c'était vraiment faire du portrait de cow-boy. Voilà, mais de partout. Mais je me suis dit, pour la première fois, il faut quand même taper au cœur du truc, donc ça sera Texas. Et donc là, je me dis, mais quand je déboulais au Texas, je vais voir les cow-boys. En plus, les Texans, ils ont pas la réputation commode. Donc, comment je vais faire ça? Et là, ça fait penser, un an avant, j'avais vu sur Canal+, un documentaire génial, absolument génial, qui s'appelait 8 secondes et des poussières. D'accord. Qui étaient deux réals français de documentaires qui ont suivi un gars qui s'appelle Ivan Jane, qui vit au Texas, qui est un Marseillais, qui est parti faire ses études là-bas, il est resté scotché là-bas, et il est devenu champion de rodéo là-bas. Ah oui, d'accord, ok. Et ce mec-là, donc je me rappelle du documentaire, bon, je tape sur Instagram son nom, il a un compte Insta, je lui envoie un message 1 heure après en disant voilà, je m'appelle Nicolas, je suis à Bordeaux, je voudrais faire un truc sur les cow-boys, est-ce que vous pourriez m'aider ou me donner quelques tuyaux pour le truc? Il me dit 1 heure après, je reçois le truc, c'est génial, machin, viens chez moi, je t'accueille. Donc là, Au Texas. Ouais. Incroyable. À Dallas, je suis dans le sud de Dallas. Donc là, billet, hop, c'était en novembre, je pars là-bas avec ma femme, qui me suit souvent dans mes périples. Je suis pas... c'est vrai que j'adore sa présence et voilà, enfin bon. J'entends. Et donc, on part là-bas, accueilli par Ivan Jane, qui, moi, quand même, c'était un mec qui sortait d'un documentaire, champion de rodéo. Enfin, je veux dire, c'est comme si un passionné de cinéma était reçu chez Steven Spielberg ou chez Brad Pitt, quoi. Ouais, voilà. Et le mec, donc avec son ranch, il avait acheté des terres et il avait son petit ranch chez lui. Et il montait, en fait, il a une très belle forêt parce que on s'imagine toujours des déserts au Texas, mais pas du tout. Il y en a, mais il y a aussi des grandes forêts. C'est-à-dire que c'est tellement grand. Ouais, c'est ça. Et là, il construit des cabanes qu'il loue en Airbnb. Enfin, il s'est fait sa petite vie et c'est vraiment génial parce qu'il s'était pété le bassin, ce mec-là. Donc, il fallait qu'il se reconvertisse. On lui a dit, plus jamais tu remonteras. Enfin, ce sera la fameuse histoire en fauteuil roulant, plus jamais tu marcheras, machin. Et le mec, il refait du rodéo de maintenant. Mais une vraie force mentale, physique. Enfin, moi. Toujours des personnages, ça. Exactement. Ouais. Et là, donc, premier matin, on se lève, mois de novembre, sublime lumière, très basse, un peu de brouillard, de brume. Il avait gelé la nuit. Il me sort alors, les photos sont pas sur mon site, mais je pourrais te les montrer si ça t'amuse. Avec plaisir. Et là, son petit choral, il me sort 2-3 chevaux qui commencent à manipuler avec son chapeau, la lumière en contre-jour, la poussière, la brume, le truc. Bon, j'en chialais, quoi. Et puis on commence à faire cette série de photos. Et puis les photos sympas, elles sont très belles, très esthétiques, mais encore une fois, dans ma démarche, ça manquait d'un truc. Et puis je me rends compte que finalement, c'est peut-être pas le bon sujet. Enfin, pas ce que j'avais envie de faire, en tout cas. Et donc la journée se passe, et le soir, il me dit « Ouais, Nico, écoute, je viens d'avoir un appel, est-ce que ça te branche ?» C'était le week-end de Thanksgiving. D'accord. Et il me dit « Il y a un rodéo qui est donné tous les ans dans un gros ranch à 100 bornes d'ici, pour les jeunes cavaliers, les jeunes cow-boys qui n'ont pas trop les moyens de le faire. » Donc, c'est une association, ils sont très associations là-bas, tu sais, très sur les dons, tout ça. Ouais. Donc, ils organisent ça tous les ans. C'est un rodéo school et qui est encadré par que des anciens champions du monde de rodéo. D'accord. Et donc, il y en a un qui ne peut pas venir. Ils m'ont appelé pour savoir si je pouvais venir leur filer un coup de main, être instructeur, machin. Ça ne te dérange pas si on y va? Attends, je réfléchis. Et j'ai bien à fond, évidemment. Donc, nous voilà partis, le coup de bol, quoi. Tu vois. Nous voilà partis dans ce rodéo school, un immense ranch, pareil, génial, avec... mais vraiment, là, tu te dis, c'est pas... ce qui est génial, c'est que tous les clichés que tu avais, en fait, issus des films,
En fait, tu te dis, non, mais c'est leur quotidien, quoi. C'est-à-dire que c'est des cow-boys, on bouffait des beans à midi, avec le traiteur, c'était pas le food truck, c'était un truc, une carriole, comme dans la petite maison dans la prairie, enfin, servi dans les assiettes en inox. Vraiment, on était à fond dedans. Et là, c'était pas du folklore, tu vois. Et donc là, on se retrouve là-dedans, et là, de la folie. Je découvre le rodéo. J'avais jamais vu de rodéo de ma vie. Et là, c'est une vraie claque, dans le sens où j'ai jamais rien vu de violent, d'aussi violent. Même un combat de boxe avec Tyson, c'est pas aussi violent. Ouais. C'est un truc, la puissance développée par ces chevaux, avec ces pantins dessus, c'est un truc, mais de malade. À voir, c'est... Mais je m'en suis jamais remis. Ma femme non plus d'ailleurs. Mais c'est vraiment... Alors ma femme, de voir tous ces cow-boys... et puis il y a ce qui m'a scotché aussi, parce qu'on a toujours aussi l'image de ces ricains, de ces texans un peu cons, un peu conservateurs, machin. Les rednecks, tout ça. Et en fait, j'ai beaucoup parcouru les États-Unis. J'ai jamais rencontré des gens aussi sympas qu'au Texas, aussi accueillants, vraiment très ouverts. Mais il faut le dire, quoi. Oui. Très ouverts, C'est la accueillants. première fois Des que j'entends Texans. ça. Ouais. Ah, mais vraiment, vraiment. Et Cela dit, juste en aparté, je suis allé aux États-Unis. Je suis pas allé au Texas, je suis allé aux États-Unis dans plein d'États. Ouais. J'ai quand même reconnu un sens de l'hospitalité qui est quand même propre. sauf en Californie. Oui, ça c'est c'était des cons. Oui. Mais là, bluffant. Et donc, et ce qui m'a bluffé aussi, donc, c'est cette puissance, cette violence et le respect qu'ils ont envers les animaux. D'accord. Où on se dit, nous, c'est vrai qu'on a une vision très française et très européenne, en fait, de ce sport. Ouais. Et où on dit, ils détruisent les chevaux, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chevaux, c'est les chevaux les plus heureux du monde, ce que je ne savais pas. C'est-à-dire que pour qu'ils soient comme ça aussi sauvages, ils sont en liberté toute l'année dans des hectares et des hectares, enfin des trucs à la dimension américaine. Ils sont justement pas dressés. Ils sont justement pas dressés. Ouais. Et ils sont juste énervés pendant 8 secondes. Ouais. Voilà, parce qu'ils ont quelqu'un dessus. Ça dure 8 Et secondes. il n'y a pas d'éperon. Il y a pas... Enfin voilà, ça a évolué aussi. C'est 8 secondes en fait. Voilà. C'est pour ça que le documentaire s'appelait 8 secondes et des poussières. D'accord. C'est qu'il faut tenir 8 secondes sur ce truc-là. Alors ça paraît si peu et ça énorme. doit être... Ouais, voilà. Énorme, 8 secondes. C'est énorme. Ça doit être vraiment très violent. Mais c'est vraiment un truc de dingue. Alors oui, de temps en temps, effectivement, sur les étalons, quand ils sont dans la cage, on leur passe une petite lanière sous les coucougnettes pour les énerver encore. Si on voit qu'il n'est pas assez énervé, on l'énerve un peu, mais il n'y a pas du tout de brutalisation et il y a un profond respect parce que eux, c'est leur gagne-pain. Ouais. Et en tant qu'Américains et très professionnels, vraiment, ils ont un profond respect et ils prennent vraiment soin de ces chevaux. Donc ça, c'est pour la petite histoire de dire non, ils ne maltraitent pas ces chevaux. Ok. Et puis ces chevaux dont la race est faite pour ça aussi. Donc voilà. Et donc voilà. Donc pour revenir un peu à la photo, je me retrouve là dans l'arène carrément, pas aux côtés, hein, sur l'arène. Vous n'avez pas emmené large là. Ouais, au départ, tu vois, il m'a fallu un petit peu de temps pour appréhender le truc, pour comprendre en plus. Ouais. Et puis plus ça va, plus j'ai allé au grand angle et plus je m'approchais. D'accord. Et à même un moment où j'ai un sabot qui est passé à 10 cm de la tranche, quoi. Voilà. Et là où je me suis dit, calme-toi un peu, parce que c'est vrai, en plus, quand on a l'œil au grand angle, on s'en aperçoit pas, mais on est même très très près. Donc voilà, donc il y a eu toute cette communion avec ces cow-boys parce qu'ils étaient là, et ça ne plaisante pas du tout. C'est pas du tout les mecs qui font leurs prières, c'est hyper solennel. Et il y a un profond respect pour les instructeurs. Toujours monsieur. Le moment où ils montent sur les chevaux, c'est pas du tout des gens qui se la racontent, quoi. Quand je dis, il y a une espèce d'harmonie et de respect entre l'animal et le cow-boy qui est assez incroyable. Mais il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Moi, j'ai compris vraiment... tu m'as donné envie en tout cas. Ah non, mais c'est merveilleux. Et donc voilà, donc j'ai fait pendant 2 jours. Alors au début,
un peu les cow-boys dans leur trip, tout ça, un peu très, très distant avec moi. Et puis au fur et à mesure, ils ont compris que j'étais pas là pour les faire chier, machin. Tu respectais le Exactement, protocole. je respectais leur truc. Et donc petit à petit, on a noué quelques liens. Et ça a duré 2 jours. Et tu as pu leur présenter les photos après? Alors quelques-uns, puisqu'en fait, mais les mecs, c'est en fait, on a une vision très technologique de la. Après, j'avais fait une série qui s'appelle Watch Out. Une Amérique délavée. Oui, on va en parler juste après. Voilà. Et parce qu'en fait, les gars, ils ont même pas Instagram, ils ont même pas Internet, ils ont rien, quoi. Ah ouais. Les mecs, ils ont pas un rond. Et quand je dis qu'ils ont pas un rond, c'est qu'on comprend pas en France ce que c'est que de pas avoir un rond, mais d'avoir une vie, mais pas dépendante d'un Netflix, d'un truc Internet. C'est-à-dire que eux, c'est bouffer et faire et avoir cette vie. Ouais. Voilà. Et que j'ai une anecdote au Texas où j'étais dans un quartier résidentiel et je passe devant une baraque, la petite baraque en bois, un peu délabrée, machin. Un couple avec le bébé dans les bras. Je m'approche, lui sur sa balancelle devant, mais un peu tapé, quoi. Un peu junk. Non, Ok, ouais. ouais. Et je m'approche, je commence à parler avec eux, machin, hyper gentil. Hyper gentil. Et on discute de tout, de rien, avec la nana, avec son gamin morveux dans les bras. Voilà, une espèce de scène assez incroyable. Et voilà. Et donc, je finis par leur dire, au bout d'une demi-heure, voilà, est-ce que je peux faire un portrait de vous avec plaisir, parce qu'ils n'ont pas du tout le même rapport à l'image qu'en France. Oui, ça j'ai remarqué. C'est un truc, donc avec grand plaisir, tout ça. Donc je fais mon image. Et je leur dis après, donnez-moi votre email, que je vous envoie la photo quand elle sera prête. Et ils me regardent, ils me disent, mais voilà, on n'a pas, en fait, on n'a pas d'internet, on n'a pas d'ordinateur. Ah ouais. Voilà. Et, Ça vraiment, c'est vrai qu'ici en France, on s'en rend même pas compte de ça. mais c'est ça. Et ils n'étaient pas moins heureux. Ah oui, bien sûr. Ils étaient sur leur balancelle à discuter du beau temps, du machin, des trucs. Enfin voilà. Et c'est là où ça m'a mis une claque. Parce que j'étais aux États-Unis, dans le pays de l'Internet, enfin dans le pays de la tech. Un pays qu'on voit riche et puissant. On voit riche et puissant. Exactement. C'est pour ça, on en parlera, mais Watch Out. l'Amérique délavée. Et là, ça m'a mis une claque. Et vraiment, ce que j'ai ressenti avec le cowboy, c'était aussi ça. Donc, c'était avant tout, mais c'est ce côté très pro, en fait, de dire, on va à l'essentiel. Mais on sent l'humilité, hein, d'ailleurs, dans les portraits que tu fais. Souvent, c'est pas moi qui leur demandais de baisser la tête. Ouais. Souvent, la concentration, tout le temps, en permanence. Et donc, j'ai essayé, voilà, sur les portraits, de faire quelque chose avec des zones dégagées derrière. Il y avait un côté très iconique, en fait. Ça, c'était vraiment comme les icônes, tu sais, des portraits iconiques. Et je voulais donner, parce qu'il y a cette lumière douce, en plus de novembre, tu vois, avec ce fond de poussière qui voile un peu l'image. C'était, et sur les portraits, j'y suis bien arrivé. Sur les chevaux en action, là, forcément, derrière, j'avais les spectateurs, enfin les autres cow-boys qui regardaient ça. Donc ça, c'est une série qui est à part. Et pour Ghost Rider, en fait, je voulais avoir ce côté iconique sur les chevaux, autant que sur les portraits. Et donc, en fait, j'avais fait 2 ans avant des photos dans la vallée de la mort, sans rien. Et en fait, j'ai intégré, quand je dis que je fais de l'image, créateur d'image, c'est pour ça, quand je les ai shootés au Texas, ils étaient dans un enclos. Mais je les voulais seuls au milieu du désert, comme les portraits. Donc, c'est de la retouche où j'ai extrait les cow-boys, les chevaux que j'ai intégrés dans ce désert qui n'est autre que la vallée de la mort. D'accord. Et c'était très... mais en plus, dans l'idée, c'était très l'idée que je me faisais des cow-boys et des westerns. Par rapport au film. Cow-boy, c'est dans la vallée de la mort. Et oui. C'est pas dans un enclos au Texas. Tout à fait, oui. Voilà. Mais j'ai reconnu ça aussi. Moi, je suis passionné de cinéma, donc, et j'aime le western. Donc j'ai retrouvé ça dans tes images. Ouais. Et par rapport à ta carrière et le fait que tu as fait de la publicité, on ressent aussi ça dans le fait que tu laisses beaucoup d'espace dans les images et
on pourrait s'en servir pour faire une pub en fait. Voilà. Une incrustation de texte. Je laisse toujours Carrément. de quoi te mettre de la body et des titres. Et en même temps, ça fait penser à certains tableaux. J'ai pas de nom d'exemple en tête parce que j'y connais beaucoup moins en peinture que toi, je pense. Mais j'ai déjà vu des tableaux avec des chevaux. Il y en a un, je crois, à Bordeaux d'ailleurs. Ah, Rosa Bonheur. Oui, je pense que c'est ça. J'ai un manquerel de culture là-dessus. L'expo de Rosa Bonheur qui était magique, qui est en fait une peintre que j'adore, qui a été une peintre animalière bordelaise. Mais ce qui est génial chez cette gonzesse, c'est que... Pardon, si on peut dire gonzesse. Ce qui est génial chez cette peintre, c'est que c'était la copine de Buffalo Bill, quoi. Ah oui. C'est-à-dire que bordelaise, elle fait de la peinture animalière et sa peinture va l'amener aux États-Unis où elle va rencontrer Buffalo Bill et ils vont lier une vraie amitié. C'était les potes. C'est un truc, mais c'est un truc de dingue. Ouais. Ok. Et c'est pour ça, donc c'est une petite anecdote. Mais et d'ailleurs, il y a eu une rétrospective Rosa Bonheur l'année dernière au Musée des Beaux-Arts à Bordeaux. Ouais. Et il y avait le portrait de Buffalo Bill. Incroyable. Ouais. Ok. Et elle fait une peinture incroyable. Très bien, mais c'est passionnant. J'aurais voulu être là vraiment. Ça avait l'air fantastique. Et puis du coup, alors par rapport à... Ça m'a tellement scotché et cette série que j'ai sortie que finalement j'ai laissé tomber pour l'instant la série sur les portraits de cow-boys. D'accord, voilà. Ok, je vois. Et donc t'en parlais, tu l'évoquais juste avant, tu as fait aussi une série, L'Amérique délavée. Voilà. C'était pareil, ta propre production ou c'était une commande? Non, c'est que de l'autoproduction. Alors, dans cette série, qui est un petit peu à part, je trouve, par rapport aux autres séries que tu présentes, et on sent... je voulais te demander ton rapport avec la solitude, si c'est quelque chose qui te touchait, parce qu'en fait, tous les décors que tu prends sont vides, il n'y a pas d'humain, en fait, dans cette Amérique. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est la solitude ou est-ce qu'il y a autre chose de... Alors, il y a deux choses. C'est que, j'adore le vide et la solitude. Je suis un dingue de désert, je suis un dingue... ce genre de choses. Donc, les bières senties. Et la deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un de très timide. D'accord. Ça se voit pas là. Non, ça se voit pas, mais j'ai un rapport à l'être humain assez... alors, je suis assez sociable, mais en fait, c'est avec beaucoup de timidité et beaucoup d'humilité que je rencontre des gens. Et je ne veux pas, pour moi, photographier des gens dans la rue. C'est intrusif. C'est intrusif, voilà. Ouais. C'est quelque part je peux pas parler de manque de respect, mais en tout cas c'est très intrusif et j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie. Je suis très sensible au regard des gens et que j'ai pas envie de comprendre ce qu'ils ont dans les yeux. Voilà, au moment où je fais la photo. Et j'ai pas envie de subir ça, d'assumer ça. Voilà, parce que ça me travaille derrière et que j'ai pas envie. Voilà. Et tu vois, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, le fait que les Américains n'ont pas du tout la même notion, le même regard sur la photographie. Ouais. J'ai beaucoup de mal à faire de la street photo en France, pour à peu près les mêmes raisons que ce que tu viens d'évoquer. Et parfois, je me dis, peut-être à tort, j'en sais rien, mais que j'y arriverai aux États-Unis parce que le regard est différent. Et j'ai l'impression que les meilleurs street photographeurs sont aux États-Unis. Peut-être que je me trompe, mais... Oui, alors, il y a différentes choses... Si tu es aux États-Unis, déjà, il n'y a pas les mêmes lois qu'en France sur le droit à l'image. Ouais. Donc déjà, je crois que c'est même ce que m'avait dit Yvan Jane, parce que j'avais photographié à un moment une maison au fin fond du Texas, et il y avait personne, hein, et je fais la photo, et là, il y a une nana qui sort de la photo, on a été un peu déboussolé, une vieille dame, et qui m'insulte, qui me dit qu'elle allait appeler la police, machin, truc bidule. Ok. Et en fait, en me disant que c'était une propriété privée, ça devait être une Française exilée. Mais non, je plaisante. Mais en fait, j'en parle le soir à Yvan Jane de cette histoire. Il me dit, mais c'est toi qui aurais dû appeler la police. Le côté très américain, en fait. Ouais. C'est toi qui aurais dû appeler la police. Ici, c'est dans il me semble qu'il m'avait parlé de constitution, où en fait, on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on n'est pas dans la baraque. Voilà. D'accord. Mais on peut photographier ce qu'on veut. Donc, ce qu'on voit dans les films, quand les personnages se font chasser d'un jardin à coups de fusil,
Quoique, C'est dans leur propriété, en fait. en fait, je crois que ça dépend des États C'est la- aussi. Ouais, ça dépend des Oui, États, je vois. mais en plus, c'est leur propriété, le jardin. Donc, quand je parle de leur maison, c'est vraiment la propriété. D'accord, ok. Moi, j'étais dans la rue, machin. Il me dit, t'es dans la rue. T'étais pas rentré. Donc, tu fais exactement ce que tu veux. Et c'est marrant parce que ça me fait penser aussi le jour du rodéo, cette différence de l'image, du droit à l'image et du business par rapport aux Européens. C'est qu'à un moment, un cow-boy vient me voir et il me dit je pourrais t'acheter les photos de moi. J'ai dit t'acheter, mais en fait je t'ai pris en photo, moi, et ma vision très française, je t'ai pris en photo, vous m'acceptez, je suis bien, t'inquiète pas, j'en vendrai des photos, mais pour toi, je t'en enverrai une gratuitement. Et là, le mec, il me regarde, mais tu sais, il se recule comme ça, et il me dit, mais t'es professionnel? J'ai dit oui, je comprenais pas la question. Il me dit, t'es professionnel et t'offres tes photos. Et là, je suis resté, mais scotché. Et là, le mec, il m'a plus jamais rien demandé. Mais tu vois, j'avais perdu toute crédibilité auprès du mec, quoi. Ah ouais. Ah non, mais un truc de dingue. Ça a changé ta vision quand t'es revenu en France par rapport à ça? Ou non, tu Non, t'adaptes à la France? parce que tu t'adaptes Ouais. au truc où t'es. Mais ça m'avait... Et là, je me suis dit, ah ouais, on est quand même à des années-lumière, quoi. Mais à des années-lumière du business, quoi. C'est vraiment... Clairement, ouais. Tu sais, j'avais un photographe qui est dans la région, je vais pas citer son nom, mais qui voulait s'installer qui est un copain, qui voulait s'installer aux États-Unis et faire la même chose qu'il fait ici, mais aux États-Unis. Et en fait, il avait pris, pour s'installer, il avait pris un avocat d'affaires là-bas et compagnie, donc il parle du business, tout ça, tant bien. Et l'avocat lui dit, mais combien vous vendez vos photos? Et qui sont quand même des tarifs assez élevés pour la France. Le mec, il a rigolé, il dit, mais on arrête tout de suite, vous ne ferez jamais rien ici, à ce prix-là. Ah oui. Parce que c'était pas assez cher. Ah d'accord. Mais je connais un peintre, pareil, qui est ici. Il a une galerie là-bas. Il a rajouté un zéro derrière. Voilà, sur les mêmes toiles. Ok. Donc, il y a un rapport à l'argent, en fait, Ouais. et à la photo, parce que ils ont beaucoup plus de culture photographique là-bas. C'est ancré vraiment dans l'art, là-bas, la photographie. Alors qu'en France, c'est quand même... Et au respect d'une profession aussi, et finalement. au respect d'une profession. On dit souvent tout travail mérite salaire. J'ai l'impression que eux, c'est plus vrai que chez nous. Ah non, mais tu bosses. Si tu bosses, c'est pour gagner de l'argent. Quelle anecdote incroyable. Écoute Nicolas, on va parler juste, pas juste, mais de tes livres, parce que tu en as sorti quelques-uns depuis quelques années. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai noté donc Westland, USA Westland, qui est ton premier livre. Confiné, Ouais. le bassin romantique, En haut, qui est le dernier qui est sorti. Exactement. Est-ce que j'en oublie? Comment? Est-ce que j'en oublie? Non, t'en oublies pas, il y en a 4. Ouais. Donc Westland, qui était, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. confiné, juste voilà l'histoire d'un photographe sous confinement. Hein. C'est-à-dire que moi, il fallait que je dormais plus, je faisais plus rien. Voilà, j'étais sous le stress de ce virus, et comme beaucoup. Oui. Et donc, il fallait que je sorte, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai dit à mes potes, je vais débarquer chez vous. Il n'y avait pas en plus de labo ouvert. Moi, j'avais du papier direct positif. J'avais une chambre 8-10. Donc, je me suis dit, j'arrive avec ma chambre et vous restez surtout dans l'état où vous êtes. Donc, j'arrivais chez les gens, je les appelais 5 minutes avant. Je débarquais avec ma chambre. On faisait une photo. Je faisais une photo, pas 2, 3, une seule. Et je me rebarrais. Et le soir, je développais chez moi mes directs positifs. Et voilà, et en fait, ça a fait une série, donc j'ai été photographier plein de gens comme ça. Ça m'a en fait déstressé vraiment du virus, où j'en avais plus peur du coup, parce que je sortais, et puis finalement, voilà. Et je ne l'ai pas chopé. Et donc après cette série, tout le monde a vu la série, tout le monde m'a dit, mais en fait, tous ceux que j'avais photographiés, fais-en un livre, nous, on l'achètera. Donc c'est pour ça, c'est quelque chose qui est sorti à 150 exemplaires. Tous tes livres, tu les limites en exemplaires? Ouais. Alors, le premier Westland, c'était 250 exemplaires. Le deuxième, 150, qui était vraiment un truc à part. Et les deux autres, à 1000 exemplaires. Voilà. Et justement, je voulais te demander le rapport que tu as au livre. Visiblement, ça a beaucoup d'importance. Ouais. Et pourquoi tu les limites, justement? Pourquoi je les limite? Parce que moi, j'ai un principe, toujours ce principe de rareté. Je ne suis pas du tout dans
je suis un peu en combat là-dessus, surtout. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une société d'ultra-consommation. Alors, je ne suis pas en train de dire il faut arrêter d'ultra-consommer, machin. Peu importe, mais moi, c'est mon rapport par rapport aux objets et à la rareté. C'est-à-dire qu'avant, je me disais, on mangeait du saumon fumé. Enfin, moi, dans ma famille, je mangeais du saumon fumé et des huîtres une fois par an. C'était à Noël. Maintenant, on en bouffe toute l'année. C'est la même chose pour la truffe. C'est la même chose pour tout. Maintenant, on trouve de tout, tout le temps. Et moi, voilà, je me dis, c'est complètement débile parce qu'en plus, alors ça donne accès à tout le monde finalement, parce que tout le monde rêvait de saumon fumé, donc finalement tout le monde peut en manger. Mais pour moi, je trouve qu'on perd en valeur sur tout. Et c'est pour ça que mes tirages d'œuvres d'art, je les fais à 3 exemplaires maximum. Et je suis en train de faire une série que je vais tirer en format original, en tirage original uniquement. Et mes livres, voilà, j'ai pas envie que mes bouquins, je ferai d'autres volumes, mais j'ai envie de tout limiter pour redonner du sens à la rareté, quoi. Il faut arrêter d'avoir tout partout. On m'a demandé si je voulais faire des posters de mes œuvres. J'ai dit non. Voilà. Non, parce que je veux pas. Voilà, je veux que la personne qui en achète soit conscient de ce qu'il achète, l'achète pas sur un coup de tête ou machin. Voilà. Et t'as pas peur de rendre ton travail peu accessible? C'est-à-dire que du coup, bah, si tu en tires 150, il n'y a que 150 personnes qui l'auront. C'est pas grave. D'accord. Non, mais c'est dans cette logique. C'est-à-dire que les 150 premiers qui m'auront fait confiance, là, mon bouquin sur le bassin romantique, il y en avait quand même 1000, mais il est déjà épuisé. Il a été épuisé au bout d'un an, ce qui est quand même assez incroyable. Et, Succès. Et en fait, les gens, j'avais plein de gens qui disaient, je t'en prendrai un, je t'en prendrai un, je t'en prendrai un, je t'en prendrai un. Et puis qui ne m'en prenaient pas. Et puis voilà. Et puis maintenant que c'est épuisé, ah mais non, mais on en voulait un, machin. Mais fallait. Voilà, c'est un moyen aussi moi, je trouve que en plus, c'est du respect par rapport à tes clients, finalement. C'est-à-dire, ils te font confiance, ils l'ont acheté, ils l'ont. Et s'il est épuisé, mais c'est un remerciement aussi pour eux de m'avoir fait confiance. Et puis, si mon bouquin, tu peux le trouver 2 fois le prix sur Amazon dans 10 ans, je serais très content. Enfin, voilà, vraiment, je suis vraiment dans cette idée de rareté. Est-ce que tu collectionnes toi-même les livres Alors, je suis un débile de ça. J'ai des piles partout. J'adore ça, les livres photos. Mais c'est pour ça aussi, l'objet est très sacré pour toi. moi, voilà, j'adore les livres photos et les livres de peinture. Enfin, voilà, j'adore le livre. Je trouve que c'est un truc merveilleux. J'adore me poser, ouvrir un livre, le déguster, quoi. C'est vraiment... Et si tu veux, pour les photographes, en tout cas, bon, pour les peintres, il y a des rétrospectives, des choses comme ça, quand tu veux connaître une œuvre. Mais pour un photographe, je pense que c'est la seule chose qui restera. Et je veux dire, sur une série, même des Eggleston et compagnie ne vont pas vendre toutes les photos qu'ils ont. Et c'est la seule façon en fait, de représenter ton œuvre. Une série, c'est de faire un livre. Alors, après, il faut le financer. Voilà, il faut le vendre. Voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est... voilà, c'est la seule chose qui restera de moi. Comme je dis à mes filles, voilà, vous aurez des livres en souvenir de votre père. Mais c'est essentiel. Et puis moi, il y a toujours cette notion de matière, de papier, tout ça, que j'adore. J'adore la papeterie, j'adore les papiers, les créations, tout ça. Et je ne sais pas si tu as pu voir les éditions de en haut. Oui, je les ai mis à moi là. Et tu vois, c'est une recherche de papier, c'est une recherche de façonnage, c'est une recherche... je ne veux pas faire le livre de tout le monde. Voilà. Et pour moi, ça m'éclate de faire ça. Voilà. Je comprends. Je comprends. Au-delà de ça, c'est déjà beaucoup, tu as un studio à Bordeaux. Tu fais du portrait. Oui, tout à fait. Quelque chose que tu fais régulièrement sur commande ou c'est toujours pareil, tu travailles sur tes projets personnels Non, là, c'est que de la commande. C'est que de la commande. C'est que de la commande. Alors, c'est marrant par rapport à ce que je disais tout à l'heure,
cette peur finalement de photographier des gens. Et là, c'est ma seule façon, parce que j'adore les gens, et malgré tout, ça faisait très longtemps que je voulais faire du portrait, mais toujours un portrait lié à la peinture, parce que je considère que maintenant, avec l'iPhone, tout ça, moi, gamin, j'avais des portraits de mes frères et sœurs, de moi sur la cheminée. Tout le monde a eu des portraits sur les étagères, machin. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus pourquoi? Parce que, je parle des beaux portraits, hein. Parce qu'on fait tous des portraits avec les iPhones, mais on les laisse sur l'écran, on les imprime pas. On les perd. On les perd, voilà, ça c'est pas bien, on zappe, voilà. Et je voulais remettre un peu au bout du jour le portrait, mais vraiment le portrait familial, le portrait du grand-père, quoi. D'où cette lumière très douce de peinture, avec ses fonds très neutres, tout ça. Et ce qui était important pour moi, c'est vraiment de donner une expérience. Les gens, de temps en temps, ils m'appellent, ils me disent, on voudrait faire un portrait, mais ça dure combien de temps? Puis, ça dépendra de vous. Moi, je leur dis, je ne vends pas du temps, je vends un portrait. Donc ça peut être 5 minutes, ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures, j'en sais rien. Ça dépendra de vous. Donc il très chouette, hein. y a une vraie expérience, tu vois. Il y a une vraie expérience, il y a une maquilleuse, il y a un décor, il y a en plus, voilà, on parlait tout à l'heure, David te parlait non, Pierre te parlait de mon studio. Il y a une vraie ambiance ancienne dans ce studio, très cosy. Et les gens donc se sentent en confiance et j'arrive à avoir des choses très naturelles. Et on me dit, mais je souris? Non, ne souriez pas. Je veux pas de sourire parce qu'en fait, le sourire n'est pas naturel. Le sourire, c'est une réaction du visage par rapport à une réaction. Enfin, mais on passe pas notre vie à sourire. Donc, non, certainement. Voilà. C'est très fatigant. Donc c'est pour ça que je dis, on fait pas la gueule, mais on ne sourit pas. Je veux vraiment ce qu'il y a de plus naturel. Et en général, sur une séance de 2 heures, c'est souvent, alors ça ne dure pas tous 2 heures, hein, mais j'ai un exemple, sur une séance de 2 heures, je garderai la première photo. Parce que souvent, je fais croire à un test lumière, et en fait, ils sont complètement naturels, et c'est parfait pour moi. D'accord. Et donc, au-delà de ça, je disais ça parce qu'en fait, c'est une vraie expérience, beaucoup. Moi, j'ai vu des papas pleurer en voyant pendant la séance, en voyant leurs enfants se faire prendre en photo, et parce qu'ils ne les avaient pas vus grandir, voilà, des ados. D'accord. Et là, sous la lumière, la jolie lumière, le machin, le truc, voilà, c'est j'ai eu beaucoup de gens émus, et des gens qui, derrière, m'envoient des messages pour me remercier de la photo, mais avant tout de l'expérience qu'ils ont vécue. Voilà, et ça, pour moi, c'est de l'or. Ah bah, c'est le rebard, ouais. Exactement. Tu travailles avec quel type de boîtier aujourd'hui? Alors, un peu de tout. Globalement et plus précisément un GFX. Fuji, je travaille au moyen format. Tu es au moyen format? Ouais, un GFX 100S. Ça se sent dans l'ampleur des photos. Ouais, mais il y a une rondeur, enfin, après, il y a un grand débat là-dessus. Mais bon, moi, je veux pas de débat. Moi, ça me convient par rapport à ce que je fais entre le paysage et le portrait. C'est juste parfait. C'est le 100S, c'est un super appareil. Si j'avais les moyens, enfin de très gros moyens, j'aurais un Blade H6D, mais ouais. Ah oui. Mais d'accord. Et voilà, à Lebowitz, mais cet appareil est juste incroyable. Après, voilà, après je fais un peu de chambre, un peu de vieux Blade, un peu de Pentax 67. Enfin, il n'y a pas de, en fait. Quotidiennement, on va dire, parce que c'est plus pratique le numérique, mais j'ai pas de dogme par rapport à ça. Moi, je trouve que l'avènement de cette mode un peu de l'analogique, de l'analogue, oui. Moi, ça me dépasse un peu parce que je trouve que c'est en fait, pour moi, chaque outil est lié à un processus, et que faire de l'argentique pour finir sur Instagram ou pour le numériser, je vois pas l'intérêt. Pour moi, et c'est pour ça tout à l'heure quand je disais les confinés,
je l'ai fait à la chambre parce qu'il y avait un vrai intérêt d'avoir des tirages, tu vois, où le papier positif, je le mettais dedans. Donc, c'était des tirages argentiques. Et je fais, quand je shoot en argentique, je fais mes tirages. J'ai mon labo dans mon studio. Et voilà, l'argentique me sert à ça. Euh, la finalité, je comprends pas trop. En fait, c'est un truc que je comprends pas. Chacun fait ce qu'il veut et très bien. Mais le processus de dire je prends de l'argentique pour faire un développement argentique qui est, on le sait, pas très, par les temps qui courent, pas très bien pour la planète, pas très bon pour la planète. Pour revenir après en numérique, c'est un schéma que. Alors, je revenir en numérique pour faire un livre, tout ça, machin, Ouais. mais c'est un schéma que je comprends pas trop. Parce que je pense qu'au-delà du résultat, il y a le sens de la pratique que ça donne, je pense. Oui, mais je la pense- pratique, finalement, si tu développes, c'est très bien. Si tu le fais, et si tu le fais faire À la prise de vue. par le super labo Panajou, Oui, tout à fait. Merci pour la pub. les vidéos, mais c'est, je sais pas, c'est cool. Mais je parle pour moi, là, pour le coup, parce Ouais. que je fais de l'argentique Ouais. en plus du numérique. Le numérique engendre une pratique où il y a des hautes performances, on peut se reposer sur l'appareil sur Ouais. beaucoup de choses. Ouais. Et quand je reviens à l'argentique, c'est moi le plaisir que j'ai en faisant de l'argentique, c'est vraiment le plaisir à la prise de vue, d'être avec des appareils un peu plus désuets. Alors voilà. C'est plus calme, Oui, mais c'est parce qu'on le contraste avec le numérique. J'ai un M7, tu vois, j'ai un Pentax 67, j'ai mon Blade 503, et l'appareil est juste génial. Alors, il y a ce plaisir, et c'est pour ça que quand je veux faire de l'argentique, je le fais, mais parce que derrière, je sais que je veux faire de l'argentique derrière, et l'utilisation, et ce qui me branche avant tout, c'est l'utilisation de ces appareils, qui est juste le clac, le machin. Ah oui, c'est un Le bonheur. clac du Pentax 67, c'est un truc... Mais C'est le Mamiya RB67, qui font les bruits de mort. non, mais ça, il y a un vrai plaisir d'utilisation là-dessus, mais après... il y a une logique voilà, que Je vois ce que je comprends pas. Et après, il y a des gamins de temps en temps qui m'envoient des messages et qui, voilà, c'est la mode de l'argentique, donc voilà, qui me disent ah, qu'est-ce que tu me conseillerais comme argentique Je dis, ah, écoute, je dis, tu vas chez Panajou, genre ça, tu regardes dans la vitrine de compact numérique, tu mets du Chatterton sur l'écran à l'arrière et tu regardes tes photos le soir. T'as fait ça déjà? Ah, mais c'est ce que je dis à chaque fois. J'ai encore dit à mon neveu l'autre jour qui est dans la période 14 piges argentique à fond. Je lui ai dit, mais voilà, c'est ce que je lui ai dit. Et maintenant, en plus, les simulations Fuji. Oui. Moi, je défie quiconque. Shooter en argentique, une belle péloche, bien scannée, Ouais. comme ça doit être. Et à côté, un fichier JPEG Fuji avec une simulation de film. Je défie quiconque de me trouver l'argentique dedans. Mais quiconque, Je suis bien d'accord. je pose le pari, personne. Donc c'est pour ça que je leur dis, bah t'as acheté un Fuji, tu fous sur Kodachrome, Classic Chrome, tu fous ton Chatterton derrière et tu regardes tes images le soir, voilà. Ouais, il n'y a que Fuji qui fait ça d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est étonnant. J'aimerais que les autres s'en inspirent un petit peu. Ah mais c'est assez bluffant que personne suive le truc. Ah ouais. Ouais. Mais ce qui est en plus qui est étrange, c'est que Fuji, d'un côté, fait ça dans ses appareils, mais à côté de ça, arrête la production de ses pellicules. Il y a un truc, On peut le voir dans le sens inverse. Ils arrêtent la production, mais ils font le suivi avec le rendu numérique. oui, Tu vois, mais pourquoi ça donne... Il y avait une légitimité à avoir encore de la péloche pour eux, tu vois, par rapport au mythe de l'argentique. Et là, il arrête. Alors que Kodak, on reprend le truc. Je sais pas, après, ça doit être des trucs très financiers. sûrement. En tout cas, ils nous ont laissé à poil avec Kodak et on le paye aujourd'hui. Parfait. On arrive tout doucement de la fin de ce podcast. Ouais. Qu'est-ce que tu as dans l'avenir de prévu? Est-ce que tu as des projets de prévu? Plein. J'ai un doute. Il y a des choses que tu peux parler ou pas? Non, moi je suis tous les jours. C'est vrai que en ce moment, c'est un peu pour tout le monde, hein, pour tous les photographes, c'est un peu le calme plat au niveau des commandes. Hein. Et donc moi je profite de mon studio et heureusement je vends bien mes tirages j'ai une galerie maintenant à Megève, d'autres choses en préparation, enfin pas moi la galerie mais qui me représente. Oui. Donc je vends bien mes tirages, ça me permet d'avoir la trésor pour continuer mes recherches. Donc là en ce moment je suis en train de faire des protos.
Je suis en train de faire des recherches de matière, de papier, Enfin voilà, je profite de tout ça pour mettre en place plein de choses. Et là, ça sera quelque chose que j'ai pas présenté. J'ai mis un petit peu sur mon Instagram. On va pas parler d'Instagram. On va parler juste après. Mais, j'ai mis un petit peu sur Instagram des natures mortes. Voilà, toujours dans l'esprit des peintures. Moi, je me régale avec ton compte Instagram. Merci. Ça fait plaisir. Je sais, enfin, on va parler d'Instagram juste après. Mais donc voilà, là, je suis en travail sur les natures mortes. On me tanne avec Ghost Rider. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose là-dessus. Tu en as publié justement un portrait. Ouais, j'en ai publié parce que tout le monde m'en parle. Tout le monde veut des livres ou des tirages. Donc voilà, il y a des choses qui se préparent. Il y a une tonne. Il y a des choses qui se préparent là-dessus. Et puis plein d'autres idées qu'il faudrait que... Mais tu sais, de temps en temps, il faut un bon coup de pied dans les fesses pour avancer. Donc, Puis des fois, on n'a pas la même perception sur ses propres séries que les gens. Enfin, parfois, on a des surprises qu'on nous réclame telle série. Ah, mais c'est ça, je l'avais un petit peu relégué sur le côté. Le problème, c'est voilà, c'est encore une fois, quand tu as 10 vidéos à la seconde et que moi, je me barre. Le problème, c'est que je suis sur un truc et je vais penser à un truc. Je vais partir chez Boessner acheter un papier, un machin. Je vais partir sur cette nouvelle idée. Je vais laisser tomber l'autre. Et c'est exactement ce qui... Et c'est comme ça en permanence. Et c'est pour ça que les natures mortes, j'en ai fait quelques-unes, mais j'ai pas fini la série et elle est toujours pas finie. Que les Cowboys, c'est toujours pas sorti. Enfin, voilà. Faut cadrer un peu tout ça. Je comprends. Où est-ce qu'on peut... Alors, on va parler d'Instagram. J'allais dire, où est-ce qu'on peut découvrir ton travail déjà? On peut te suivre sur Instagram. Il y a ton site internet, nicolasseureau.fr. Exactement, nicolasseureau.fr. Ça, c'est mon site internet. Instagram, c'est Nicolas Seureau, Nicolas _Seureau. Et voilà. Très bien. Et acheter tes tirages, c'est pas via ton site internet? Non, ça, c'est vraiment... Via la galerie? Non, c'est alors, ou par la galerie ou en direct, mais ça, il faut me contacter D'accord. en direct. Pourquoi, justement? La réponse m'intéresse. Parce que je suis pas organisé. Ah. Voilà. Parce que Je m'attendais à une réponse philosophique. Non, je suis pas organisé. Et puis, alors, j'ai la chance d'avoir maintenant j'ai pris un peu de cote. Et j'ai des tarifs que j'ai pas envie d'exposer sur Internet. Ouais, que je comprends. Voilà. Mais et alors, Instagram. Ce sujet qui me passionne en réalité, parce que comme je te disais en antenne, moi j'ai une espèce d'amour-haine avec Instagram. Et toi, qu'est-ce que tu en penses et comment tu te sens sur cette plateforme? Écoute, je trouve que c'est un superbe outil à la base pour montrer son travail. Le problème, pourquoi je déteste ça, c'est que pour moi, c'était avant qu'ils foutent tous ces algorithmes à la con, et je pèse mes mots. Maintenant, j'ai plus de sponsors, de contenu sponsorisé. C'est-à-dire que je dois suivre, je crois que je suis 900 et quelques comptes. Mais je ne vois jamais le travail des gens. C'est-à-dire que c'est... alors moi, je suis très axé, mes comptes suivis, c'est beaucoup de peinture classique, enfin voilà, des hashtags, beaucoup de hashtags, de choses comme ça. Et je ne vois jamais ça. C'est toujours... pour moi, c'est devenu un ramassis. Ils ont tellement envie de faire du TikTok que c'est devenu un ramassis pour moi de reels débiles. Où tu pourras en plus, moi je suis le premier, hein, quand tu te colles sur une, tu continues et tu passes 1 heure à regarder des reels débiles. Donc ça, moi, ça me pose un vrai problème d'avoir que du contenu sponsorisé et puis finalement tout ce que tu voulais suivre et tout ce que tu penses que ça va t'apporter, tu l'as pas. Et le deuxième effet, et c'est pour ça que souvent j'ai envie de fermer mon compte, c'est que c'est devenu... tu sais, on vit mais tu le sais, hein, mais on est dans un monde où, avec ces réseaux sociaux, où tout le monde veut faire ce que fait l'autre. Oui. Et alors, je parle pour ma pomme, hein, mais beaucoup essaient de me copier. Et moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à établir. Et de temps en temps, je reçois, la dernière fois, lunaire, un mec qui m'insulte. Petit message, il m'envoie un petit message gentil. Ouais, salut, j'adore ton travail. Mais comment tu fais ça? Je renvoie un message. Alors moi, je suis toujours plein d'humilité.
Et je lui réponds très gentiment, en lui parlant de mon travail, tout ça, mais je lui donne pas la recette. Parce que j'ai pas à lui donner ma recette. Enfin, Bien sûr, oui, non. Et c'est quelque chose qui m'appartient, que j'ai mis au point. Enfin, voilà. Et là, le mec il me renvoie un truc. Ouais, mais j'en étais sûr que t'allais rien me dire. De toute façon, t'as le boulard, machin, truc. Ah, je me suis fait insulter parce que je lui donnais pas ma technique. Mais ça veut dire quoi? Et en fait, le problème, c'est qu'Instagram, maintenant, c'est toujours tu sais, le côté Instagrammage, c'est-à-dire que il y a cet endroit, j'ai vu cet endroit, je veux aller dans cet endroit. Ouais, je vois. J'ai vu cette photo, je veux faire cette photo. J'ai fait ce truc et c'est ça qui me gonfle. Ce matin, tu vois, j'étais hystérique. Il y a beaucoup de choses comme ça, je suis très sensible, qui me rendent de très mauvais poil. Je lisais un truc dans Le Parisien, sur YouTube, Le Parisien, un documentaire sur l'Everest. On sait que depuis 2 ans, c'est le bouchon en haut de l'Everest, parce que tout le monde veut faire l'Everest. Et que là, le score a été multiplié par 2 parce qu'il y a un YouTuber Évidemment. influenceur qui a, je ne sais pas combien de millions, qui a posté qu'il allait faire l'Everest. Et depuis, les chiffres ont menti, il y a des morts, des machins, des trucs. Et moi, c'est un truc, c'est le problème des réseaux sociaux pour moi, c'est qu'on peut pas avoir la vie de tout le monde. Enfin, tu vois, c'est qu'il y a un moment, il faut garder sa propre vie, il faut garder sa propre sensibilité, il faut garder ses propres idées. Et qu'il faut avancer dans ce sens. On ne peut pas passer notre vie à copier le copain ou à vouloir faire ce qu'a fait le copain. Que chacun choisisse sa propre vie, sa propre ligne et qu'il avance. Et c'est ça qui avant, et c'est ça qui donnait la diversité de l'art qu'on avait, la diversité de l'architecture, la diversité de tout. C'est-à-dire qu'on arrive dans un monde où, en fait, on uniforme tout parce qu'on veut faire ce que fait l'autre. Et c'est un truc, pour moi, de dingue. Et c'est pour ça qu'Instagram, quand je vois des mecs qui me balancent des messages comme ça, alors, heureusement, hein, c'est pas le plus, je reçois des gens qui m'envoient des messages extraordinaires, d'une gentillesse et une bienveillance dingue. Mais voilà, si c'est exposer son travail uniquement pour se faire pomper son travail par d'autres, oui, ça me pose un vrai problème. Ah, mais complètement. Voilà. Surtout quand tu as travaillé pour arriver à faire ça. Ouais. Tu vois. Et je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et je rajouterai une chose qui va dans le sens de ce que tu dis, mais l'algorithme aussi nous enferme dans une bulle. C'est-à-dire que si Instagram comprend qu'on est très, très, très intéressé par tel sujet, ben, elle va avoir tendance à nous montrer que ce sujet. C'est ça. Et moi, j'ai beaucoup moins de carrière que toi en photographie et je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans à peu près, en allant à Mola, en achetant des livres, même parfois des photographes qui ne sont pas de ma sensibilité, mais en m'éduquant, j'ai eu beaucoup plus d'inspiration, je me suis beaucoup plus développé. Parce que... Merci Tom. Voilà. Mais Instagram n'offre pas ça. Sortez d'Instagram, mais ce que je dis, moi, quand je faisais des cours à l'ECV, là, putain, mais sortez d'Instagram, sortez de tout ça. Mais... Moi, j'ai ma fille, en plus, j'ai une de mes filles qui fait Pellingen à Paris. Ok. Magnifique école. Ouais. Et je vois les briefs, c'est une super école. Moi, c'est un truc, ça me bloque. Moi, en plus, j'ai en comparaison, c'était mon école. Et c'est une école absolument géniale. Et les briefs et tout, et la façon dont ils les font travailler. Mais et ils les ouvrent beaucoup. Mais malgré tout, il y a toujours ce truc-là je leur dis, mais ma fille, je lui dis, mais sors, mais va au Palais de Tokyo, va à Beaubourg, à la librairie de Beaubourg, le machin et truc. Elle habite dans le 6e en plus dehors, elle a plein de trucs avec des gravures, des machins. Nourris-toi de ce qu'a fait le monde. C'est pas de ce que fait le monde. Nourris-toi de ce qu'a fait le monde. Et c'est ça, et quand je disais tout à l'heure, c'est une retranscription de sa culture à travers grâce à ses sensibilités. C'est vraiment ça. Il faut se nourrir de tout. Et quand tu dis, voilà, tu vas chez Mola et tu regardes les choses, et là, t'apprends. C'est pas forcément les choses que tu vas aimer. Mais c'est ça, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Oui. Il faut tout connaître pour savoir où tu en es. Pour savoir où tu en es, où tu veux aller. Oui. Mais vraiment, c'est ça. Et donc, c'est... Ouais. Et il m'a fallu du temps pour le comprendre, moi aussi. Par pitié, sortez d'Instagram. Ce sera le mot de la fin. Par pitié. Mais merci Nicolas pour cet échange. Plaisir.
Pour finir, merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre le podcast. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la page Instagram de... On en parle justement, mais on est un peu obligé. La page Instagram sur laquelle est regroupée toute l'actualité de la maison Panajou. Vous retrouverez tous les liens en description de ce podcast, y compris pour toi, Nicolas. Merci à vous et à très bientôt dans un mois pour le prochain épisode. Et encore merci, Nicolas. Avec plaisir, merci beaucoup.